Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Semelle chez vous, madame, messieurs, bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la publication du calendrier électoral fait par le président de la CENI, Denis Kadima. C'était le samedi dernier, 24 décembre 2022, début de l'enrôlement des électeurs, et le 20 décembre 2023, élection présidentielle. Mais l'opposition reste sceptique sur la tenue des élections en 2023. On va y réfléchir avec notre invité qui est sur place sur ce beau plateau de Semelle 13 Télévision. Également, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo nous préoccupe davantage. La troisième phase des négociations débute ce lundi au Kenya, où le dirigeant congolais vont échanger avec le différent groupe rebelle, mais cette fois-ci, ça sera sans le M23. On se pose la question, pour quelle finalité? On en parle avec notre invité qui est sur place. Il s'agit ici de messieurs Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC Débat Lukwebo. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour monsieur Nathan, je suis très content pour votre invitation et trop flatté. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, vous savez que c'est une émission co-présentée. Je suis avec ma consoeur Tania Moubouadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Eloge et bienvenue à vous encore une fois. Merci, bonjour Bonjour à tous les téléspectateurs de Semelle 13 Télévision, merci. Très bien, vous êtes toutes belles et surtout bien coiffées. Merci pareillement. Très bien, alors c'est parti pour cette émission Semelle chez vous. Vous qui nous suivez à la maison, le numéro c'est le plus de 143 82 60 66 531. Écrivez-nous vos messages, nous allons essayer de le lire sur ce plateau. Alors messieurs Loge, comment se porte déjà le parti et surtout avec la publication du calendrier électoral, comment vous vous préparez pour les élections? Est-ce que Modeste Lukwebo, votre président, l'autorité morale de votre parti, sera candidat président de la République ou il va soutenir le chef de l'État? Deux petites questions, à vous de répondre. Le parti se porte très bien. Comme vous le savez, c'est un parti politique qui, déjà par sa définition, alliance de forces démocratiques. Donc un parti qui a pris sa naissance d'abord de cet bénéfice démocratique que nous avons dans le pays. Notamment, nous étions avec, bien sûr, là nous parlons de notre autorité morale qui était à la conférence nationale souveraine, qui a propulsé ou encore impulsé carrément la démocratie dans ce pays. Et comment nous préparons? Malheureusement, je ne saurais pas vraiment vous le dire, parce que ça c'est un secret politique qui reste vraiment à nous. Mais par rapport à la question de savoir si notre autorité morale, le sénateur professeur Bahati Lukwebo, sera candidat à la présidence, non, parce que notre candidat, nous l'avions crié haut et fort. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. Alors, Denis Kadima a publié le calendrier électoral. Je rappelle ici, le 24 décembre 2022, c'est le début de l'enrôlement. Et le 20 décembre 2023, élection présidentielle. Votre lecture en 5 minutes. Et puis, nous allons vous relancer avec des questions. Nous trouvons d'abord que, et là je ne sais pas, je dois parler comme Eloge Mwandwe ou membre de l'FDC. Vous parlez comme Eloge. ça vous arrange. Ok. Comme Eloge Mwandwe, personnellement je trouve déjà ce calendrier réalisable. Oui. Parce que déjà je crois au mois de février cette année, le président Denis Kadima nous avait présenté quelques préalables pour arriver à ces élections. Et aujourd'hui, quand nous regardons, même pas préalable, parler de contraintes, aujourd'hui quand nous regardons sur les 4 contraintes qu'il avait présentées, il y a au moins pratiquement 3 qui n'ont plus raison d'être inquiétantes, parce que il y a 2 qui dépendent bien sûr du gouvernement. Oui. Là, il s'agit du financement. Et le financement, vous le voyez, la dernière nouvelle, je crois que on parlait pratiquement de 25% qui restait pour finir le financement de tout le processus électoral. Et de 2, il s'agissait là bien sûr de la sécurité. Et déjà,
je peux dire que, étant de la FDC, nous sommes un peu informés de ce qui se passe du côté de l'Est et je crois que le gouvernement est en train de s'y atteler pour rétablir la paix dans toute la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, le début de l'enrôlement, c'est pour bientôt, au mois déjà de décembre, mais on s'inquiète surtout que il y a la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, le Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Kivu, Sud-Ubangi et la Chopo, toutes ces provinces. L'enrôlement va débuter le 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023 en un seul mois. Est-ce que vous pensez que toutes ces provinces, la population sera bel et bien enrôlée en un seul mois? Vous savez, le mal congolais, c'est de ne pas avoir confiance à la compétence congolaise. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e cycle électoral. Donc, vous devez comprendre que nos vaillants congolais qui sont membres qui sont agents à la CENI ou encore cadres de la CENI, ont déjà assez accumulé de l'expérience et vous allez comprendre qu'en 2006, il y avait autant de morts. En 2011, il y avait, après les élections, bien sûr, les résultats, il y avait pratiquement quelque chose comme 15 morts. Et en 2018, pas de morts. Donc, vous voyez déjà que la CENI, au sein déjà de la CENI, il y a eu un peu, je peux dire, l'expertise, donc plutôt l'expérience, permet à ce que la CENI fasse mieux les choses aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'un mois suffit du fait qu'ils ont présenté cela. Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'ai toujours eu confiance aux compétences congolaises. Très bien. Alors, Monsieur Loche, parce que vous estimez que le calendrier électoral inspire confiance, de l'autre côté, il y a le nouvel élan d'Adolphe Mouzitou. Pour eux, ils pensent que ce calendrier sera irréalisable aussi, que le bureau de la CENI est composé que de délégués de l'Union sacrée et du FCC, ce qui fait qu'ils seraient en train de planifier une vaste tricherie. Vous voyez déjà, madame, je venais d'évoquer un cas précis ici par rapport aux Congolais. Le Congolais n'a pas confiance à la compétence du Congolais, raison pour laquelle certains d'entre nous fustigeons certains Congolais quand ils prennent certaines décisions. Alors qu'on devait normalement avoir confiance d'abord en nos propres compétences avant de recourir ailleurs, et raison pour laquelle nous sommes toujours dans un éternel commencement. Personnellement, par rapport à ce que Nouvel Élan venait de dire, je suis carrément en désaccord avec eux. D'abord pour deux choses. Ils disent que ce n'est pas réalisable, ça c'est un. Et au même moment, ça signifie que du fait que ce n'est pas réalisable, ça signifie qu'il n'y aura pas d'élection. On est d'accord sur ce point. Du fait qu'il n'y aura pas d'élection, parce que ce n'est pas réalisable, non, alors pourquoi on va préparer des tricheries ou encore une tricherie? Donc vous voyez qu'ils ont été obligés de parler parce que l'habitude du politicien congolais, il faut parler. Même quand on ne vous donne pas la parole, il faut seulement parler. Pour moi, je considère cela comme une habitude que nous devons essayer de bannir au sein de la classe politique congolaise. Alors, Monsieur Eloge, selon vous, qu'est-ce qui fait que entre Congolais, il y ait cette méfiance, au fait, surtout en ce qui concerne les politiques congolais? Pourquoi la méfiance est en train de lire domicile? Vous voyez, quelque part, j'étais invité où j'ai dit que à l'époque, en 1945, on parlait du coltan comme matière stratégique, alors que le coltan est en RDC. Et nous, c'est à peine 5 ans qu'on venait de déclarer, 5 ans ou 3 ans si je ne me trompe pas, qu'on venait de déclarer le coltan comme matière stratégique. Pourquoi? Parce que le Congolais, surtout là, je suis en train d'évoquer le politicien congolais, nous sommes plus dans le divers, au lieu de parler de choses qui intéresseraient réellement la société ou encore de choses qui devraient maintenant aider la société à se développer ou aux Congolais de s'épanouir. Et
c'est ce qui cause au fait toute cette méfiance, et nous voyons directement dans la société cela avoir de l'impact. Mais pour moi, je me dis que il faudra, c'est que la population parce que nous sommes aujourd'hui politiciens, parce qu'il y a la population congolaise. La population dont nous sommes l'émanation devait aussi commencer à sanctionner cela. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Vous avez certains députés qui se permettent à insulter n'importe comment, ou qui se permettent plus d'être dans les chaînes de télévision que de proposer de lois au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il faudrait que la population soit capable de sanctionner. Alors, quelle est votre opinion sur le parcours de la CENI? Est-ce celui d'une année accomplie jusqu'ici? Vous savez, déjà de l'entrée de la prise de fonction de cette actuelle équipe de la CENI, beaucoup était dit. Beaucoup était dit, et je peux vous dire que personnellement, je crois, moi aussi j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de vous parler, étant rassuré. Donc, d'office, je peux dire que je leur donne une cote de 10 sur 10. Alors, Monsieur Loge, est-ce que la CENI a-t-elle tenu compte du problème d'infrastructure qu'il y a à l'intérieur du pays, notamment dans certaines provinces déjà, notamment le Nord Kivu, le Sud Ubangi, Maïndombe? Est-ce qu'il y a des problèmes aussi d'infrastructure? Est-ce que la CENI a-t-elle tenu compte de ça? Parce qu'en un mois, les électeurs, ils doivent y avoir enrôlement des électeurs en un mois. Lorsqu'on évoque le cas infrastructure, je peux vous dire que le Congo aujourd'hui, en termes d'infrastructure, nous sommes mieux qu'en 2018. Nous sommes mieux qu'en 2018. Oui, nous sommes mieux qu'en 2018, nous sommes mieux qu'en 2006. Donc, ce qui signifie il y a des routes aujourd'hui là où il n'y avait pas de route en 2018. Il y a des routes aujourd'hui là où il n'y avait pas de route en 2011, en 2006. Donc, si on a pu faire cela, je crois c'était en 3 mois, mais donc on peut aussi le faire aujourd'hui en 1 mois. Oui. C'est une possibilité, et je ne suis pas, personnellement, je suis pas technicien de terrain, mais je crois que la CENI a cette compétence pour essayer d'évaluer tout ce cas, tout ce dont vous êtes en train d'évoquer cela, pour permettre à ce qu'on ait les élections, qu'on puisse avoir l'enrôlement en un mois. Alors vous avez dit que le Congo d'aujourd'hui est meilleur que le Congo d'hier. En termes d'infrastructure. Oui. Je précise. Oui. Mais nous avions vu récemment le chef de l'État s'est déplacé au Grand Kassai, où il y avait même difficulté de pouvoir passer. On a vu comment le militaire était en train de se battre pour que le véhicule du chef de l'État puisse passer. Avec de telles infrastructures, est-ce que vous pensez que ça sera réussi? Est-ce qu'en 2016 ou disons avant 2018, vous avez vu un chef de l'État passer sur cette route pour maintenant évaluer? Non, moi je ne peux pas, vous ne pouvez pas évoquer seulement un seul cas pour dire que ça ne marche pas, ou encore il n'y a pas eu d'amélioration. Moi je vous parle de cas, notamment ici chez vous, votre chaîne CML est non loin d'une route qui venait de bénéficier de l'actuel régime, alors qu'il y a de cela pratiquement 5 ans, on ne pouvait pas... Oui. Justement. Utiliser cette route convenablement. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu amélioration. Il y a autant de routes. Bien sûr, la situation n'est pas celle que nous souhaitons tous Congolais, mais il y a eu amélioration par rapport aux années précédentes. Très bien. Pour une fois, la diaspora sera aussi enrôlée et la diaspora va voter. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va bien se passer? Parce qu'on a eu autant de promesses avec les différents présidents de la CENI qui sont passés, et cela n'a pas abouti. Mais aujourd'hui, Denis Kadima vient, il promet que la diaspora sera enrôlée et va voter. Une autre amélioration que vous constatez aussi. Et d'ailleurs, là, je veux vous dire que il y a eu autant, bien sûr, vous avez dit ça, il y a eu autant de présidents de la CENI. Le président de la CENI présente toujours leur cahier des charges auprès du gouvernement ou encore du régime qu'il trouve en place. Mais c'est de la volonté maintenant, cette fois-là, la volonté politique à accompagner la CENI. Et aujourd'hui, avec l'actuel régime, la CENI qui est là a trouvé un régime qui a la volonté de l'accompagner dans sa politique. Et voilà pourquoi il y a la diaspora qui va
participer aujourd'hui aux élections, et pas seulement ça, et ce sera la première fois depuis la promulgation de notre Constitution où nous allons avoir à élire au niveau local. Très bien. Alors, l'opposition, d'ailleurs, je suivis un membre de l'opposition récemment qui se pose des questions de savoir comment est-ce que ça va se passer. C'est sur base de quoi que la CENI, le président de la CENI se focalise pour l'enrôlement de la diaspora. Est-ce qu'il y a des critères qu'il y a pour l'enrôlement des électeurs? Est-ce que cette fois-ci, la CENI pourrait pas, selon ce que disait celui de l'opposition, comment la CENI pourrait favoriser justement des électeurs qui peuvent être enrôlés que ceux qui soutiennent le chef de l'État pour qu'ils puissent voter. C'est l'inquiétude ici de l'opposition. Comme je disais à madame, que nous avons affaire à des politiciens, malheureusement je suis politicien aussi, nous avons affaire à une classe politique où vous avez certains animateurs qui, une fois ils n'ont rien dit, ça signifie qu'ils n'existent pas. Donc il faut parler, même quand on ne vous donne pas le droit de parler. Mais monsieur Loz, vous êtes sans d'ignorer que la diaspora aujourd'hui est divisée. Hein? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, il faut... La diaspora dont on est en train de parler, ce sont des Congolais. C'est comme vous et moi. Et chacun a ses opinions. Ce n'est pas parce que on a des opinions différentes, on est divisé. Et d'ailleurs, je ne pense pas que quand on est en train de s'enrôler, on va arriver habillé en chemise ou t-shirt AFDC. Non, ça ne se fera pas ainsi. Donc je ne vois pas comment on va commencer à caricaturer pour savoir. Non, on va plus enrôler ceux qui soutiennent le pouvoir ou le régime actuel au détriment de ceux-là qui sont en train de soutenir l'opposition. Donc je ne sais pas par quelle imagination que l'opposition dont vous faites allusion peut arriver à cette conclusion-là, parce que je ne comprends pas, franchement. Alors, comment on va identifier que tel est de l'opposition, tel est de l'opposition? Alors, une autre incise, le 20 décembre 2023, ce sera un mercredi, un jour ouvrable. L'opposition également dit c'est un jour ouvrable. Est-ce que la population pourrait-elle aller voter? Et surtout que l'opposition craint que cette fois-ci, qu'il y ait tricherie dans ces sens-là. Parce que c'est un jour ouvrable, chacun va s'occuper de ses affaires. Mais je ne vois pas pourquoi cela aussi serait une inquiétude. Vous constatez déjà que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Voilà pourquoi ils sont en train d'évoquer tout cela. Et aussi l'opposition, juste pour revenir d'abord au premier cas, si vous me permettez. Allez-y. L'opposition se rend compte qu'elle n'est pas ancrée dans la population. Elle n'a pas de Congolais avec elle. Voilà pourquoi elle est déjà en train de fustiger ou encore de déjà dénoncer un processus qui se passera normalement. Et par rapport aux jours fériés et aux jours ouvrables, je crois que cette fois-là, le gouvernement, qui est bien sûr responsable, prendra certaines décisions pour permettre à ce que ce jour-là soit férié pour que les gens aillent voter ou élire normalement. Alors, monsieur Loge, vous êtes politique, c'est vrai, vous êtes de la FDC, proche de l'Union Sacrée. Non, nous sommes de l'Union Sacrée. Vous êtes de l'Union Sacrée, bien sûr. Au regard de tout ce que le président de Denis Kadima a évoqué comme contrainte, il a ici surtout épinglé l'aspect sécuritaire. Est-ce que cela n'aura pas d'impact sur le bon déroulement du processus électoral en 2023? La contrainte sécuritaire. Je vous ai dit que le gouvernement est en train de s'y atteler et nous parlerons bien sûr de la sécurité dans le pays. Justement. Vous l'aviez annoncé. Le gouvernement est en train de s'y atteler, donc, et surtout le Congolais, je crois que de plus en plus le Congolais se rendent compte qu'ils ont un gouvernement, ils ont affaire à un gouvernement responsable qui, avant la tenue de ces élections, et je crois d'ailleurs probablement avant même les enrôlements, on aura la paix sur toute l'étendue de la République. Très bien, merci beaucoup. Et ça, je crois de tout cœur. Très bien, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, comme vous avez abordé le défi sur les infrastructures routières, alors dans son nom, le président de la CENI nous a fait savoir que, au regard de certaines routes inexistantes, ils auront aussi à recourir à l'acheminement de certains matériels par voie aérienne. Alors
parlons de la voie aérienne. Est-ce que cela pourra d'une façon affecter le temps, dans ce sens que ça peut prendre plus de temps que prévu, faute d'un grand nombre d'avions, pour justement acheminer ces matériels dans tout ce coin, dans des provinces? C'est un point très capital que vous êtes en train de relever là, mais malheureusement je ne suis pas de la CENI pour réellement savoir qu'est-ce que la CENI a déjà prévu par rapport au secours, bien sûr, en cas de manque de route ou d'inaccessibilité. Qu'est-ce qu'elle a prévu pour recourir aux avions? Et vous savez, comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui a un sérieux problème d'abord au niveau de transport aérien. Donc je ne sais pas réellement quelle est la mesure. Mais je crois la CENI déjà dans son cahier des charges, que je n'ai pas eu à consulter bien sûr avant de venir à la mission, mais dans son cahier des charges, la CENI a relevé qu'il y avait 4 contraintes. Et les 4 contraintes ont été présentées et la CENI, dans les 4 contraintes, elle n'a jamais évoqué le cas d'infrastructure. Donc ce qui signifie, c'est établi dans le cahier des charges et on bien établi aussi le montant qu'il faille pour que le transport comment on appelle encore, de matériel électoral puisse arriver où ça doit aller, où ça doit être acheminé. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien. Monsieur Eloge Mwandwe, c'est lui notre invité. Il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahatulou Kwebo. Alors, vous qui êtes à la maison, écrivez-nous au plus C143 82 70 66 531. Alors, passons rapidement au deuxième thème de l'émission qui est justement consacré sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous allons évoquer la 3e phase des négociations qui débute déjà ce lundi au Kenya entre le dirigeant congolais et les différents groupes armés, mais cette fois-ci, sans le M23, on se pose la question pour quelle finalité? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas le ZADF, encore moins les Codeco qui nous attaquent, ce sont le M23 qui nous attaquent. Pourquoi pas associer le M23 à ces négociations? Notre invité va essayer de réfléchir autour de cette question. Monsieur Eloge Mwandwe, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est sérieusement attaquée dans sa partie Est. Votre lecture, votre analyse sur cette situation, la situation, et puis nous allons encore une fois vous relancer avec des questions. Vous savez, quand je regarde certaines images que je reçois par WhatsApp par rapport à la situation de l'Est, je n'arrive pas à me rendre compte que c'est à ce niveau que l'homme congolais peut être cruel. Il y a de petits-enfants, au moment où nous parlons, des petits-enfants moins de 5 ans qui ne savent pas où se trouvent leurs parents, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Peut-être même hier, ils n'ont rien mis dans leur ventre. Et ça fait très mal. Et du coup, je suis en train, personnellement, j'appelle à la conscience congolaise, l'humanisme du Congolais, où est-ce qu'on l'a jeté? Si on pourrait maintenant, cette fois-ci, essayer de voir comment on peut soutenir ceux-là qui sont d'abord en train de souffrir à cause de cette guerre injuste, et aussi à ceux Congolais qui sont utilisés, manipulés pour recourir aux armes, selon quoi défendre X ou Y raison. Très bien. Alors, j'aimerais cette fois-ci, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la 3e phase des négociations, évoquer avec vous ensemble le récent mini-sommet à Luanda où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec le président Joao Lorenzo. Il y avait l'ancien président Uhuru Kenyatta et l'envoyé spécial de Paul Kagame. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un sérieux problème qu'avec le Rwanda. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait aussi s'asseoir sur une même table avec l'envoyé spécial de Paul Kagame, qui est le ministre des Affaires étrangères rwandais? Vous savez, la RDC n'est pas un État voyou. Comme nous l'avions évoqué ici, 3 fois cycle électoral.
Nous ne sommes pas un État voyou comme c'est le cas du Rwanda, où vous avez... Le Rwanda est un État voyou. Oui, je le dis, et je le confirme, parce que c'est un pays qui ne vit pas avec de loi, qui ne permet pas à ce que les gens s'expriment, comme c'est le cas, comme c'est le cas pour la RDC. Nous étant un État civilisé, nous appartenons à la région. Il y a là, je parle de la SADC, je parle de l'Union africaine, je parle de l'EAC. L'IAC et tout ça. Et du fait que nous appartenons à ces organismes régionaux, nous sommes aussi obligés de répondre à ce que ces organismes prennent comme décision, notamment les négociations qui ont été lancées, dont vous êtes en train de faire allusion. Et je ne vois pas pourquoi le chef de l'État ne devait pas s'asseoir pour répondre à cet appel lui lancé par l'Union africaine et ainsi que la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Mais la présence de Kagame était également importante, surtout qu'il faut signaler ici que Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur des assises de Nairobi, avait récemment publié un communiqué où il avait dit qu'il a échangé avec Paul Kagame et Paul Kagame était prêt à exhorter le M23 à cesser le fait. Mais ce qui a vraiment intéressé le Congolais, c'est de constater que Kagame a séché même le ministre sommet de Luanda alors qu'il était prêt à exhorter le M23. Est-ce que vous pensez que c'est une humiliation pour la République démocratique du Congo? Et surtout, la deuxième question, je vais rapidement vous poser parce que je dois laisser la parole également à Madame Tania. Face à un État voyou, comme vous l'avez ici décrié, le Rwanda, comment doit être le comportement des dirigeants congolais? Déjà, la première question, le Rwanda, là on ne parle pas d'individus, hein. Le Rwanda était bel et bien représenté et le ministre des Affaires étrangères qui était là, c'est un ministre plénipotentiel. Donc il a bien représenté le Rwanda. Bon, on pouvait avoir même un maire de la ville s'il est bien sûr plénipotentiel. Donc, ça mais on aurait bien voulu voir la présence de Kagame, un tête-à-tête encore, une fois avec le chef de l'État, ça serait mieux. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Et aussi, parce que vous parlez d'humiliation, et si peut-être probablement eux, du côté du Rwanda, ils ont jugé que cette fois-ci, Kagame a déjà reçu beaucoup de coups à chaque fois qu'il est avec le président Félix Tshisekedi. Peut-être cette fois-ci, il ne saura pas en supporter, donc quelqu'un peut aller le représenter. Et la deuxième question, je m'excuse, c'était quoi encore? Je vous ai posé la question de savoir, comme vous avez dit, que voilà, oui, l'État congolais face à un État voyou comme le Rwanda. Oui, comment on pouvait se comporter? Nous sommes civilisés et nous allons nous comporter en un peuple civilisé. Très bien, merci. Alors, parce qu'on est en train de parler de l'absence de Kagame, j'ai quand même une question là-dessus, à ce ministre Omim. Est-ce que c'est parce que Kagame n'était pas d'accord du fait que ces mini-sommets se tiennent, qu'il n'a pas voulu se présenter personnellement et qu'il s'est fait représenter, parce que déjà il prévoyait en quelque sorte, je parlerai de l'échec en fait de ces mini-sommets ou qu'il ne respecterait pas des accords ou ce qui serait dit. Vous êtes sûr que c'était un échec? Parce que à la fin, moi je veux vous dire, c'est un échec bien sûr pour le Rwanda, pas pour nous et pas pour la communauté internationale. Pourquoi? Parce que tout le monde a eu à comprendre qui réellement était le M23. Parce que là-bas, il s'agit qui sont belligérants ici? C'est la RDC et le M23, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde sait. Mais pourquoi le M23 n'était pas à Luanda? Mais moi je veux vous dire que le M23 était à Luanda. Et cette fois-là, peut-être Kagame a compris que j'ai trop caché la carte, mais on me l'a vu quand même. Mais s'il vous plaît, monsieur Loge, le retrait par exemple. Non, mais vous avez dit que le M23 était à Luanda, mais le porte-parole de ces M23 aurait fait savoir qu'ils n'ont pas participé à ces mini-sommets à Luanda. Mais je vous parle d'un manipulateur. Celui-là, c'est un manipulateur. Bon, c'est un jeu de manipulateur plutôt. Vous savez, Paul Kagame, ainsi que tous les régimes de Kigali, c'est un régime manipulateur. Et cette fois-ci, nous sommes en train, pas bien sûr, par la politique que le chef de l'État a adoptée,
nous sommes en train de présenter réellement Kagame et son régime à la face du monde, que c'est un régime de voyous. Alors, on peut croire au bon vouloir faire de parties prenantes à leur sincérité tout au long de ces mini-sommets qui s'est tenus. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, déjà du fait que Kagame a recouru aux terroristes ou encore aux pratiques terroristes pour nous attaquer ou encore nous agresser, je ne vois pas un terroriste avoir la bonne volonté ou encore la bonne foi. Donc du coup, nous allons continuer et c'est la raison pour laquelle ici je peux lancer un appel aux jeunes comme moi, à mes compatriotes congolais comme le chef de l'État l'a fait, qu'il est important, très important à ce que le Congolais s'unisse autour de FRDC et puisse le soutenir afin qu'on puisse terminer cette histoire une bonne fois pour toutes. Et donc, est-ce que vous estimez que ces sommets n'avaient pas lieu d'être? Oui, ça avait lieu d'être. Voilà, au fait, vous savez, il y a une histoire, il y a une chose ici. Tout le monde a compris par la signature du Rwanda que c'est le régime de Kigali qui est le M23. Et là, ça a eu raison d'être. Très bien, merci. Alors, on entre dans le vif du sujet. Oui, des petites questions rapidement par rapport au mini-sommet de Luanda, Monsieur Loge. Alors, ce mini-sommet s'est tenu le 23, c'était un mercredi, et le 25, le M23 devrait cesser le fait. Le 25, c'est-à-dire c'était un vendredi à 18h. Oui. Mais on a vu que le M23 n'a pas cessé le fait. Est-ce que vous pensez que c'est pas un échec? Alors là, vous êtes en train de m'informer de quelque chose que j'ignore là. Parce que moi je sais que depuis, et d'ailleurs c'est depuis jeudi, que le M23 n'a pas tiré, n'a pas fait d'offensive. Et qu'en est-il du retrait? Il devrait se retirer. Parce qu'il devrait se retirer le 27 novembre. Il devait se retirer le 27 novembre. Exactement. Et vous savez, le 27 novembre, c'est quel jour? C'était hier. C'était hier. Donc probablement ils ont déjà commencé. Attendons voir le résultat. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Alors, Madame Tania, je vous donne le monopole de poser déjà la question par rapport à la troisième phase des négociations entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle. Le groupe rebelle, là oui. C'est maintenant pour Nairobi. Très bien, pour Nairobi. Alors, déjà, le président, il ne s'est pas présenté personnellement. Il a envoyé ses experts pour prendre part à ce troisième sommet au fait intercongolais. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de cela cette fois-ci? Vous savez, vous pouvez comprendre. Bon, avant d'abord de comprendre, vous devez savoir une chose, madame. Le Congo est un pays avec une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse. Depuis, je crois, depuis 1885, jusqu'à nos jours. Suite à cela, il fallait prendre des décisions qui vont permettre à ce que, au moins, cette fois-ci, on peut mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces histoires où le Congolais, pour s'entendre, il faut recourir toujours aux armes. Alors, le chef de l'État, ne voulant pas que ce mini-sommet soit politique, comme ça a toujours été le cas avec les autres dialogues qu'on a eu entre nous Congolais, cette fois-ci, il voulait que ça soit pratique. Alors, il fallait envoyer des techniciens, des technocrates, des gens qui maîtrisent bien la société et les raisons qui sont en train de pousser certains compatriotes à aller prendre les armes et pour revendiquer certains droits. Alors, Monsieur Loge, aujourd'hui... Oui, s'il te plaît, Nathan, parce que vous avez parlé de prendre des décisions, Monsieur Loge. Alors, vous n'estimez pas que parmi ces décisions, on pourrait carrément recourir à l'usage de force pour le retour rapide de la paix, avec justement le FARDC. L'usage de force, on est en train de... Plutôt que d'y aller de sommet en sommet, de diplomatie. Non, ici, il faut faire la part de choses. À Nairobi, il s'agit de nos compatriotes congolais. Nos compatriotes congolais qui ont pris des armes. Donc on parle de groupes rebelles congolais. Alors que à Luanda, il s'agissait du Rwanda qui nous a agressés.
il faut faire la part de choses. Et ici, avec nos compatriotes, il les a été demandé de cesser le feu, qu'ils viennent à la table, on puisse s'entendre. Et il n'y a aucun groupe rebelle, jusqu'à nos jours, qui est en train qui est en train d'utiliser les armes aujourd'hui. Il a cessé le feu. Et c'est la raison pour laquelle le M23, qui était considéré autrefois comme groupe rebelle congolais, était à Nairobi. Mais lorsque le M23 a repris les armes, alors que nous sommes à Nairobi en pleine négociation, et c'est là qu'on a compris qu'au fait, le M23 n'a rien à voir avec le Congo. C'est juste un groupe terroriste utilisé par le Rwanda. Alors pendant ces temps même le président français demande à ce que le gouvernement congolais puisse négocier avec le M23, surtout que vous avez dit qu'ici le M23 n'est pas un groupe rebelle congolais et d'ailleurs ne participera même pas à cette troisième phase des négociations. Est-ce que vous pensez que la seule voie ou la seule grande décision que la RDC doit prendre, c'est celle de faire la guerre contre le Rwanda, parce qu'aujourd'hui on constate également la mauvaise foi de Paul Kagame, mais surtout de se présenter dans ses assises, et surtout à un moment il vous montre sa bonne face. C'est comme s'il a vraiment le souci qu'il y ait, si c'est le fait, qu'il n'y ait plus des attaques à l'Est, mais on constate également qu'il ne se présente pas dans certains sommets. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Paul Kagame n'est pas sincère, n'est pas vrai vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Personnellement, ce que je peux dire d'abord par rapport au président français, je ne sais pas si ce message lui parviendra un jour, mais au moins, quand est-ce que lui, ou encore son pays, son État, a eu à s'asseoir à la même table avec des terroristes pour négocier? Pour qu'il demande à la RDC de négocier avec des terroristes. Nous les avions déclarés ainsi. Ce sont des terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes. Donc, nous allons négocier avec celui qui est en train d'envoyer ces terroristes. C'est le Rwanda, bien sûr. Et la bonne foi, vous revenez encore sur ça. Je l'ai bien dit, on ne peut jamais avoir confiance ou encore croire dans la bonne foi d'un individu qui a pris les armes pour vous agresser. Vous ne pouvez pas accepter à ce que quelqu'un qui vient chez vous, dans votre maison, commence directement d'abord par tuer votre petit frère qui était à la porte. Il tue votre enfant qui était juste au salon. Et après, vous vous mettez à genoux. Oh non, venez, nous allons d'abord négocier. J'ai confiance en toi, tout ça. Non. Mais il y a certaines stratégies qu'il faut prendre directement. On se jette d'abord sur la personne avant qu'il continue. Alors, c'était une erreur pour Félix Tshisekedi, je dirais, de chouchouter même Paul Kagame, de l'appeler son frère. C'était une erreur au départ. Non. Là, vous faites, vous êtes en train de mélanger les choses. Je crois il faut comprendre d'abord l'histoire. J'ai évoqué l'histoire de ce pays lorsque j'ai échangé avec madame. L'histoire de ce pays nous renseigne beaucoup de choses. Paul Kagame, qui est le maître de tout ce qu'on est en train de voir du côté de l'Est depuis pratiquement 25 ans. Ce monsieur appartient à une communauté économique qui est l'East Africa Community. Et nous comprenons que ce monsieur, tout ce qui est en train de nous causer comme problème, ce sont des problèmes économiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons échanger avec lui pour comprendre ces problèmes économiques, si nous pouvons répondre à ce problème et voir comment nous pouvons évoluer ensemble au sein d'une communauté économique qui est l'East Africa Community. Mais monsieur a compris, pour lui, étant un terroriste, vous savez, vous ne donnerez jamais les raisons pourquoi un terroriste s'engage à faire la terreur, à s'aimer la terreur. Vous ne donnerez jamais de raison. Et donc, il n'était pas là une erreur, mais il était là un moyen
de mettre en évidence à la face du monde que Paul Kagame était un terroriste. Parce qu'il soutient les terroristes. Alors, messieurs, aujourd'hui, on peut tout dire de ce que fait Félix Tshisekedi, mais est-ce que Tshisekedi est-il également victime des accords signés par les différents régimes passés? Pas Tshisekedi, le Congolais, vous et moi. Parce qu'aujourd'hui, il est président de la République. Non, nous sommes tous victimes. Voilà. Nous sommes victimes de ce multiple accord qu'on a signé dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis en train de soutenir ces régimes pour que nous puissions mettre fin à ce cercle vicieux. Mettre fin à ces cercles vicieux, mais pendant ces temps, récemment, Uhuru Kenyatta, le facilitateur à Goma, il lance un message au M23, il dit, il demande à cesser le fait, un retrait avant toute forme de négociation. Est-ce que vous pensez que tout ce que les facilitateurs de gauche à droite est en train de faire pourrait justement aboutir à, cette fois-ci, une négociation avec le M23, et cela peut-être pourrait encore être difficile pour la RDC dans les années à venir? Je ne pense pas. Uhuru Kenyatta est réellement dans son rôle. Un facilitateur ne peut pas arriver et vous demander si vous puissiez vous battre. Donc un facilitateur d'abord, dans son rôle, c'est que vous puissiez cesser le feu et que vous puissiez vous entendre. Et s'entendre signifie que vous puissiez vous retrouver autour de lui. Et ce n'est que, je ne peux pas dire que c'est déjà Paris gagné, mais déjà avec ce qu'on a eu à voir à Luanda, on peut déjà se dire que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce cercle dont j'ai évoqué comme cercle vicieux. Alors, messieurs, donc vous estimez que le gouvernement fait bien de maintenir sa position, de ne pas négocier avec le mouvement terroriste M23 sous n'importe quel prétexte? Oui. Ok, alors est-ce que nous pouvons avoir votre avis au sujet de députés, vu que vous êtes de l'Union Sacrée, plutôt les sénateurs de l'Union Sacrée qui demandent au gouvernement de suspendre la participation de la RDC des activités de la francophonie? Vous savez, je suis d'abord totalement d'accord avec cette position. Parce que l'année prochaine, nous organisons les Jeux africains ici à Kinshasa. Et vous vous rendez compte que Madame Mushikiwabo, qui a essayé de nous peindre une autre image selon elle de la situation de l'Est, venir ici en RDC, faire son discours d'ouverture de jeu de la francophonie, quelle sera la réaction des Congolais? Et c'est un peu d'imaginer cela. Donc je crois, il faudrait que nous analysions bien ces points. Soit la francophonie nous envoie quelqu'un d'autre la représenter, soit la francophonie constate notre mesure que, en tout cas, on ne sait pas évoluer avec vous par rapport à certaines personnes qui sont en train de défendre l'indéfendable. Alors, ça, je crois que cette question vous est destinée, en fait, personnellement. Là, je veux parler de pistes de solutions autres que vous pouvez proposer pour sortir rapidement de cette crise, parce que je crois qu'hier, le rapport périodique du PAM annonce qu'au Nord Kivu, il y a une hausse de 19% des denrées alimentaires, parce que la guerre continue de battre son plein de ces côtés-là, et déjà, il y a de perte des vies. À cela s'ajoute la hausse de denrées alimentaires. On imagine comment est-ce que la population de ces coins sont en train de vivre leur quotidien. Alors, très rapidement, des pistes de solutions. D'abord, dans un cadre humanitaire, je suis un peu étonné du fait qu'il n'y a aucune association. Nous avons tellement beaucoup d'associations sans but lucratif ici à Kinshasa, ou encore des ONG appartenant aux Congolais. Je ne sais pas comment ils organisent tout ça, mais il n'y a aucun communiqué que j'ai entendu pour être en solidarité avec les Congolais qui sont à l'Est là-bas, sont en train de chercher, ne fût-ce que même l'eau à boire.
Je ne vois pas un compte bancaire qu'on est en train de publier ou encore un numéro M-Pesa où les gens peuvent d'abord cotiser, contribuer. Parce que vous savez, c'est ça même l'esprit ou le sens d'une nation. Et j'espère vraiment que cela va arriver. Parce que si un politicien le faisait, malheureusement, on va dire qu'il est fait pour de raisons électoraliste. Donc moi, je ne sais pas le faire et je ne vois pas, même moi-même, je ne vois pas un autre politicien le faire. Donc moi, je demande là aux associations et je crois que même vous, CML, vous pouvez aussi faire passer ce message. Notamment par rapport à mettre fin à cette crise, je crois que le gouvernement est en train de faire ce qu'il doit faire et je suis vraiment convaincu que cette crise ne va pas durer. Et des solutions que le gouvernement est en train de mettre en place, estimez-vous que ce sont des solutions durables pour le retour de la paix? Oui, parce que là déjà, quand vous voyez au niveau de Nairobi, c'est pour échanger avec tous les groupes armés qui existent en RDC. Et ces groupes armés ont leurs revendications. Alors, il faut répondre à ces revendications de sorte que prochainement, qu'il n'y ait pas d'autres groupes armés qui vont encore se créer. Et aussi de l'autre côté, vous voyez déjà le M23, aujourd'hui, j'ai venu d'être informé qu'il y a des dissidences déjà au sein du M23. Et ces dissidences arrivent aujourd'hui, pourquoi? Parce que la politique adaptée par le chef de l'État est une politique qui est en train de payer. Alors, monsieur Eloge Mwandé, je voulais rapidement vous poser la question concernant la position aujourd'hui de la communauté internationale vis-à-vis de la situation de l'Est. Ici, je fais allusion aux récents propos tenus par Antonio Guterres qui avait dit que le M23 ont des armes le plus sophistiquées. Et aujourd'hui, la RDC, qui est sous un régime d'embargo, d'information, voulais-je dire, face aux rebelles qui ont des armes sophistiquées, la position de la communauté internationale est-elle hypocrite face à la République démocratique du Congo? Vous y pensez également ainsi? Antonio Gutiérrez ne parle pas des rebelles. Il parle de du M23. Oui, oui, merci. Qui est un groupe terroriste. Et là, j'ai reconnu l'hypocrisie de la communauté internationale face aux problèmes dont fait face le peuple congolais. Parce que vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, me faire comprendre que un État voyou comme le Rwanda ne soit pas sous embargo ou encore sous quelconque sanction. Non, je ne peux pas comprendre cela. Pas seulement par rapport au Congo. Depuis que Paul Kagame est au pouvoir, la sous-région a été instable. Et ça, la communauté internationale est informée. Ce n'est pas à Eloge de les informer. Donc vous comprenez qu'il y a un complot de certaines multinationales ou encore de certains gouvernements dans le monde qui est en train de tirer les ficelles pour que nous restions dans cette situation ou dans cette crise. Mais heureusement, il fallait assez que nous puissions avoir à la tête de ce pays un nationaliste comme Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui pense qu'il faut mettre fin à toutes ces histoires une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la RDC est mal entourée, déjà en Afrique avec les différents pays voisins, également avec les grandes puissances? Est-ce qu'il est temps que la RDC puisse changer également de partenaire, voire ailleurs, pour peut-être trouver de solutions cette fois-ci d'une autre manière? Non, je ne suis pas de cet avis. On a tout le monde comme partenaire. Du fait qu'il faut seulement savoir qu'est-ce que ce partenariat vous apporte. Qu'est-ce que vous apportez aussi à ce partenariat? C'est juste ça. Nous sommes sur un marché. Sur un marché, on voit qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois. C'est d'abord ça la première des choses qu'il faut voir. Et on ne peut pas bien sûr nous dire que nous nous tournons du côté de l'Est, donc là je parle de la Russie. Je crois que de la Russie, voilà. Okay. Parce que beaucoup de Congolais ont également manifesté cette volonté de pouvoir... Non,
tout régime qui arrive, ou encore tout pouvoir, ou encore gouvernement, responsable comme celui-ci, ne peut que évaluer qu'est-ce que nous allons faire avec la Russie, qu'est-ce que nous allons faire avec l'Inde, qu'est-ce que nous allons faire avec l'Afrique du Sud, qu'est-ce que nous allons faire avec les États-Unis. C'est un peu ça. Il faudrait pas, nous sommes aujourd'hui, le monde est un grand village. Il faudrait pas, c'est que nous puissions voir le monde comme quoi, soit on est avec l'Angola et contre le Sud-Soudan, ou soit on est avec le Mali et contre la Somalie. Non, on doit être avec tout le monde. Seulement, cette fois-là, il faut mesurer et adapter nos partenariats selon notre interlocuteur. Donc, pour moi, je ne peux pas me retrouver en train de changer avec Paul Kagame, comme je peux échanger avec William Ruto, par exemple. Très bien. Alors, madame, monsieur, cette émission tend déjà vers sa fin. Je rappelle ici que nous avons reçu pour vous monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukobo. Alors, monsieur Eloge, parce que nous y allons déjà vers la fin de cette émission, je vais rapidement vous poser une question concernant l'infiltration au sein de l'armée congolaise, des institutions de la République. Ici, je fais allusion justement au propos du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, qui a récemment demandé aux députés de pouvoir quitter, ceux qui sont dans le groupe des groupes rebelles, ceux qui sont de mèche avec les terroristes, de pouvoir quitter le groupe rebelle. Est-ce qu'on peut dire ici aujourd'hui que la RDC est infiltrée, notamment au sein de l'armée, mais aussi au sein des institutions de la République? Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, il faut d'abord comprendre on vient d'où, on commence, comment nous sommes arrivés là. Vous vous retrouvez avec l'AFDEL. Là, je vous dis d'une manière claire, vous êtes avec l'AFDEL qui a commencé ses aventures. Jusque-là, on ne connaissait pas qui était à la tête de l'AFDEL. Mais vous vous rendez compte qu'on a eu à nous présenter Laurent Désiré Kabila, c'est seulement quand l'AFDEL est arrivé à Bukavu. Alors qu'ils avaient déjà conquis certaines localités. Donc vous comprenez directement là, il ne s'agissait pas d'un mouvement congolais, mais il s'agissait d'un mouvement étranger qui cette fois-là a eu à utiliser maintenant un Congolais qu'on devait présenter comme une marionnette, comme quoi, oui voilà, c'est un mouvement congolais. Et nous tous, nous avions cru à cela, jusqu'à ce que nous avons accompagné, nous tous nous avions accompagné ce mouvement jusqu'à récupérer toute la République. Et le propriétaire de ce soi-disant pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que non, il faudrait répartir encore à zéro. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas respecté ce qu'on appelle accord de Lemera, qu'il avait signé avec ceux-là qui lui ont placé. Donc, du coup, ces gens-là, qui étaient déjà infiltrés dans notre armée, parce qu'on avait un chef d'état-major de la RDC, mais une année après, il est devenu chef d'état-major au Rwanda. Oui. Donc, vous comprenez déjà que l'infiltration a commencé là. Et c'était la même situation aussi dans l'armée, dans les institutions, où vous retrouvez certaines personnalités qui étaient même ministres au gouvernement, qui par après, ils sont aujourd'hui, je ne sais pas, hauts représentants du Rwanda dans un pays X. Donc, voilà déjà où on est parti avec cette infiltration. Et quand le RCD revient, il nous met encore d'autres images de Congolais pour se cacher derrière, et alors que c'était toujours le Rwanda qui était en train de manipuler. Et voilà le RCD qui arrive. Il y a eu l'accord qu'il y a eu. Bon, comme à l'époque on aimait faire les choses simplistes, bon, ok, c'est quoi? Vous cherchez le pouvoir, bon, moi j'ai le pouvoir, bon venez on se partage. Chose que Félix Tshilombo refuse aujourd'hui. Donc comme on était dans cette politique-là, de négocier le pouvoir juste pour le pouvoir, alors le RCD est arrivé à Kinshasa. Et le RCD, quelque temps après, il y a eu le CNDP avec Kunda Batware. Kunda Batware qui vient, qui réclame les mêmes choses qui étaient réclamées en 96, le même chose qui était réclamé par le RCD en 98, et Kunda Batware réclame les mêmes choses. Et là,
Kounda-Bato, en réclamant cela, il y a une négociation qu'on appelle négociation de 2009. Et lors de ces négociations, qu'est-ce qu'on donne? Ok, on promet à Kounda-Bato mots et merveilles, qui sera je ne sais pas quoi. Bon, ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Je ne sais pas. Et nous retrouvons en 2012, c'est le M23 qui vient réclamer les accords de 2009. Et avec le CNDP, bien sûr. Et ces accords qui n'étaient pas respectés. Et là, du coup, nous nous retrouvons dans une situation où il faut encore négocier. Les négociations en 2013. On promet au M23 que nous allons respecter les mêmes promesses qu'on les avait fait depuis 1996. Donc vous comprenez que le problème que nous avons dans ce pays, c'est déjà l'arrivée de l'AFDEL dans ce pays. Et on doit prendre ce courage de le dire. C'est l'AFDEL qui nous a amené tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et il faudrait beaucoup de courage que je suis en train de voir et d'admirer dans le chef de l'État actuel pour mettre fin à ces choses. Alors, la troisième phase des négociations, est-ce qu'il y a-t-il pas une crainte allant dans ce sens-là qui pourrait cette fois-ci amener le groupe rebelle à adhérer peut-être au sein de l'armée et ainsi de suite pour qu'il y ait encore également infiltration? Déjà, la loi va l'interdire. La loi va interdire tout cela. Il n'y aura plus ces histoires de mixage, brassage et tout ça. Il n'y aura plus. Donc, je crois que le peuple congolais peut comprendre réellement qu'il s'agit cette fois-ci d'un régime des Congolais qui dit non à ces pratiques, qui dit non à ce cercle vicieux. Et après ce régime, il n'y aura plus ces histoires d'avoir ces petits groupes où on va aller chercher des Congolais, mettre à la tête pour créer des troubles au Congo. Donc on va mettre fin à tout cela. Alors, M. Eloge, j'aimerais aussi avoir votre avis sur l'adhésion de la RDC et de l'EAC. Est-ce que cette décision était-elle importante, cette adhésion en fait? Oui, très importante, parce que, vous savez, il y a Franck Fanon, si je ne me trompe pas, qui disait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à République du Congo, au Zaïre à l'époque. Oui. Vous savez pourquoi il disait ça? Parce que nous sommes le seul pays qui peut se retrouver dans autant de zones économiques en Afrique. Nous sommes le seul pays. Pour preuve, nous sommes dans la CIRGL, nous sommes dans la SADC, nous sommes aujourd'hui dans East Africa Community, nous sommes, je crois, l'autre là, c'est quoi encore? J'ai oublié le nom. Donc, l'appartenance à ces sous-régions vous donne encore plus de marge d'échange entre pays. Donc, vous pouvez maintenant, cette fois-là, c'est pour ça que je parlais, il faut toujours savoir ce que nous allons donner à l'autre, ce qu'il n'a pas, pour qu'eux aussi puissent nous donner ce dont nous n'avons pas. Et c'est là, normalement, doit nous permettre aussi à nous industrialiser. Alors, très bien, merci beaucoup, madame, messieurs. Vous êtes sur SAMEL 13 Télévision. Cette émission est complètement terminée. Je rappelle que nous avons reçu pour vous ici messieurs Eloge Mwando, il est cadre du parti politique AFDC du président Modeste Bathily Lokobo. Messieurs Eloge, 1 minute pour la conclusion. 1 minute pour la conclusion. D'abord, je tiens à vous remercier. C'est un honneur pour moi. Et aussi, parce qu'on a parlé de la FDC, donc honneur pour la FDC. Et je tiens aussi à remercier ou encore féliciter le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour établir la paix et la sécurité dans tout le pays, et encourager le Congolais qu'il faut seulement se tenir la main dans la main, travaillons ensemble, il s'agit de notre pays. Ne cherchons pas le bouc émissaire là où il n'y en a même pas, ou encore ne cherchons pas le petit coup. Allons de l'avant pour défendre notre pays et travaillons pour notre pays. Très bien, merci beaucoup, messieurs Eloge Mwando, et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et également d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Très bien, cette émission a été co-présentée par Tania Moubouadi. Merci beaucoup, Tania.
Merci Nathan, c'est toujours un plaisir de co-présenter SML chez vous avec toi. Je dis un grand merci à nos fidèles téléspectateurs également. Très bien, et moi également je le dis, merci à vous de nous avoir suivis et nous dédions cette émission au directeur des informations de SML 13 Télévision qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Messieurs Nonon Nkuru Mawaousa. Alors messieurs, libre débat, joyeux anniversaire à vous, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Au revoir, on se retrouve comme ça le mercredi et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.